Bonjour Jacques, Yorana Tato et bonjour tout le monde. Donc, Jacques l'a dit, je vais parler de la littérature tahitienne et de l'environnement et puis surtout les représentations. Donc, pour commencer, même si c'est un peu dense, mais en fait, je voulais quelque chose qui me gêne là. Oui, c'est. Donc, en fait, pour vous dire que la littérature écrite a été introduite, si vous voulez, en fait, l'écrit a été introduit. Oui, c'est bon, tu fais. Donc, a été introduit donc, en début de. Donc, en fin 18e siècle. Et donc c'est très récent, on va dire comme ça. Et puis, tous ces écrits, si vous voulez, ont été, on va dire, introduits aussi par les missionnaires, je veux dire, l'écriture. Et en l'occurrence, je pense que vous pouvez voir ici, les traces écrites ont été en fait récoltées par un missionnaire protestant, donc Osmond, et qui va être, on va dire, publié, mais par sa petite fille en 1928. Donc, parce qu'il a récolté en fait en fin 18e siècle aussi. Le manuscrit s'est perdu dans la transmission à l'édition. Du coup, la petite fille, ce qui reste, c'est à peu près 30% qui ont été, on va dire, récoltés et puis remaniés en fait par Théoïr Henry ici, donc la petite fille, et donc avec en fait ses commentaires aussi. Donc, pour vous dire que les traces écrites vont plutôt parler en fait des représentations du monde naturel humain et non humain, et surtout donc dire en fait qu'il y a, comme vous l'avez peut-être vu aussi donc, dans les représentations autochtones, le rapport nature et culture est assez, assez étroit, et aussi le monde du visible, qui est le Hao, et le monde de l'invisible se confondent, on va dire, et sont en continuité. Et troisièmement, tous les éléments du monde naturel humain et non humain sont interconnectés et surtout forment en fait un écosystème, on va dire, holiste. Et donc, tout est organisé en fait, et surtout, il n'y a pas de rupture en fait entre les éléments du monde naturel, humain et non humain. Pour parler aussi surtout de la faune et de la flore, surtout, ils sont considérés dans le monde, on va dire, invisible, comme des connecteurs en fait de ces mondes, et surtout aussi des émanations des divinités. Alors, donc, ce qui apparaît en fait à partir de ces écrits, c'est aussi cette proximité, hein, je l'ai dit, hein, l'interconnexion des éléments, mais aussi à travers les écrits, on voit également qu'il y a une tendance en fait anthropocentrique. C'est-à-dire que donc, les animaux vont prendre la forme humaine, et puis les humains aussi vont prendre la forme des animaux, mais aussi des plantes. Et donc, et ça transparaît effectivement dans les écrits par des métaphores, par les procédés d'analogie. Pour vous, brièvement, on parle par exemple du dieu Tané, qui va naître en fait sans une forme humaine, et on va prendre la métaphore et tout le lexique botanique pour décrire l'épiderme de l'enfant.
Ruatata, par exemple, le père de famille qui va se transformer en arbre enfin, donc Tumuru pour sauver sa famille de la disette. La mère, par exemple, Rima de la belle Tietao de Rayatia qui devient une fleur endémique de Tiare-Apetrei. Puis l'anguille de Vahiria qui va devenir un cocotier. Le lézard Mo devient l'île Moria. Le lézard aussi, Tuarhanha, se transforme en femme. Les héros légendaires, par exemple, qui vont aussi se transformer en oiseau, par exemple, au Maui, etc. Donc, vous avez des écrits, des témoignages, en fait, des traces sur, sur cette interconnexion, en fait, à travers la littérature. Il y a aussi des textes qui vont être aussi des textes écologiques, donc qui vont, on va dire, prévenir en fait des risques et catastrophes naturelles, comme par exemple l'épuisement des ressources alimentaires donc à Aotearoa, la région du Uru, le dérèglement du temps, le déluge, la surpopulation et puis l'épuisement des ressources naturelles. Alors, pour ce qui concerne en fait mon étude, je vais aborder en fait la littérature et surtout voir les représentations à travers les perspectives théoriques éco-critiques et éco-poétiques. Alors, l'éco-critique, donc c'est à commencer, c'est plutôt, on va dire, une terminologie américaine qui a commencé, dont l'émergence a été plutôt visible en 1970. L'éco, donc ça va travailler en fait, va analyser en fait la manière dont la littérature va représenter les relations entre l'homme et l'environnement, et puis l'éco-poétique que j'ai choisi aussi, qui est plutôt, on va dire, une branche même si parfois ces deux termes, ces deux terminologies se confondent ou sont confondues, etc. C'est quand même on va dire, une branche de l'éco-critique. Donc l'éco-poétique va plutôt interroger donc les formes en fait du langage et donc déterminer aussi les représentations à travers l'analyse littéraire. J'ai privilégié un corpus de textes littéraires d'auteurs contemporains, donc ils sont, on va dire, une vingtaine. C'est plutôt des poésies pour la plupart, donc on va dire avec oui, une poésie, des poèmes. Parfois, il y a des auteurs qui ont vraiment des ouvrages, recueils de poèmes, d'autres qui ont, on va dire, écrit 2 ou 3 poèmes. C'est un corpus essentiellement tahitien, qui est ma langue maternelle aussi. Et puis, mes intentions ici, c'est bien de voir, quelle place, en fait, la littérature contemporaine tahitienne va faire au monde naturel, comment le monde naturel aussi va s'inscrire, en fait, dans la littérature, comment les rapports sont représentés, rapports surtout à la nature, et comment la littérature aussi va questionner on va dire, les enjeux environnementaux. Donc, toutes les questions, en fait, qui vont mener, enfin, la démarche qui va mener vers le discours environnemental. Donc, ce qu'on peut dire ici on va dire, pour l'analyse, je précise que comment dire, perspectives éco-critiques et surtout éco-poétiques sont très récents ici surtout. Donc, je pense que je suis la seule pour l'instant à travailler sur ça, en fait, à travers cette perspective en tahitien. C'est vraiment les briefs et tout, l'analyse, on va dire, une première analyse de ces textes. Quelles sont les pratiques d'écriture littéraire? Donc, ici, il y a vraiment, on va dire, une pratique en fait de l'observation du monde naturel et surtout du partage des savoirs, on va dire, afférents par rapport au monde naturel. Ce qui revient souvent aussi, c'est la représentation et la pratique d'un monde vivant en fait, et surtout c'est un monde
vivant, mais dynamique et interactif. Ce ne sont pas c'est pas un monde figé. C'est aussi au niveau littéraire une pratique foisonnante, surtout d'analogies, de comparaisons et surtout de métaphores qui reviennent souvent dans l'écriture littéraire, mais aussi d'exploitation des cinq sens, les sensoriels, externes, émotionnels et tout, et de description surtout du monde concret. C'est-à-dire que toute la littérature va ramener, non seulement va réinventer, si vous voulez, l'écriture, surtout pour parler du monde vivant, mais aussi ramener en fait vers le concret. En tout cas, c'est ce que l'éco-critique et surtout l'éco-poétique, l'éco-poésie, nous disent de faire. La représentation aussi du caractère ambivalent du monde naturel, par exemple, et surtout c'est toujours en opposition quand c'est prospère, luxuriant, mais en même temps c'est aussi dangereux, en même temps c'est hostile, mais c'est aussi magique, c'est plein de pouvoir, c'est-à-dire avec du mana. C'est ça que je vous mets en surligné en fait en gras. Donc les termes en tahitien, parce que c'est important pour moi et c'est ce qui revient aussi dans la littérature. C'est aussi, je l'avais dit, donc, dans les textes plus anciens, il y a vraiment en fait cette tendance, les hommes en fait à être, on va dire, considérés comme des végétaux, des animaux, dans la littérature. Et puis inversement, mais c'est surtout aussi ça suggère en fait, c'est ce qui transparaît aussi à travers les études qui sont menées donc dans cette perspective, c'est vraiment en fait ça indique en fait la proximité et l'interconnexion du monde vivant. Donc c'est pas très étonnant parce que on est bien dans cette démarche et que quand on voit en fait l'historique et surtout la vision du monde polynésien. Donc, on nous suggère aussi de voir comment, en fait, la littérature va proposer, si vous voulez, les manières d'habiter le monde naturel. Alors, habiter, ce n'est pas forcément un habitat physique, géographique, mais c'est aussi comment, en fait, la littérature va transcender, mais inversement aussi, comment le monde naturel aussi va être en phase avec donc la littérature. Et donc, ce qui revient, et là je vous propose, même si, pardonnez-moi si c'est trop petit, en fait, voilà, je vous propose aussi quelques auteurs. Donc, il me semble en fait important, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'informations, mais ça revient souvent. Enfin, moi, ce que j'ai, on va dire, retiré, c'est surtout quelque chose qui semble original pour moi. Donc ici, par exemple, j'ai pris un texte de Rui Mapui qui va surtout parler en fait de son identité, mais à travers en fait des éléments naturels. C'est-à-dire qu'elle va se servir de ses repères les physiques, mais aussi bio-identitaires pour raconter en fait son enfance et donc avec des éléments de la nature. Il y a aussi beaucoup d'utilisation de la nature comme socle identitaire. Donc, j'ai choisi bien sûr Turuar Apoto. Turuar Apoto, c'est un linguiste, c'est un tahitien, mais c'est aussi quelqu'un qui est très connu pour être, on va dire, polémique parfois et qui a effectivement construit un dogme à partir en fait des éléments naturels pour valoriser une identité polynésienne. Mais ici, il est choisi en fait donc quelque chose qui, en fait, dans ses poésies, il est moins, on va dire, polémique, on va dire comme ça. Et donc, mais simplement ici, il y a quand même une patrimonialisation de la terre,
C'est-à-dire que pour lui, la Terre, et pas uniquement pour lui, mais pour tout Polynésien aujourd'hui, c'est bien, on va dire, une assignation à une terre nourricière, à une mer d'ailleurs, hein, la mer nourricière, mais tournée. Et puis, donc, cette terre qui va en fait entretenir donc le polynésien. Il y a aussi la métaphore, par exemple, de l'arbre, le tumura'au, et l'enracinement, en fait, le A, hein, donc l'enracinement dans l'identité, mais c'est aussi la racine de l'arbre. L'enfouissement, par exemple, du placenta, Tanut et Poufénois, et puis un arbre qui est planté aussi sur ce Poufénois, ben, marque l'appartenance organique, on va dire, filiale à la terre natale. Donc, l'utilisation, en fait, de ces éléments pour affirmer un socle identitaire. Tous les genres littéraires, par exemple, les Fatémi, donc, qui sont des genres, en fait, des discours, enfin, des textes, en fait, qui vont servir à l'art déclamatoire, hein, donc, que vous pouvez voir ici. Forcément, tous ces textes-là vont parler du monde naturel et comme repère aussi d'ancrage identitaire dans l'espace du chef, par exemple, d'un héros légendaire et même d'un lieu et tout. Il y a des louanges par rapport à ces lieux. Il y a aussi les lieux étant d'origine de la parole. J'ai mis par exemple cet extrait de Chantal Spitz. Rarement elle écrit en tahitien, on va dire. Elle est plutôt, elle écrit en français, mais bon, j'ai trouvé quelques textes, un texte ici, La quête d'identité. Et elle va en fait, pour introduire sa poésie, va parler de la naissance du monde avec la coquille Roumia. Elle va parler aussi du monde des dieux, donc de Tamet en elle. Elle va parler aussi de du monde de l'invisible. C'est sa façon, par exemple, on va dire, de légitimer sa parole, c'est-à-dire d'où je parle en fait. Donc, je parle en fait de l'origine, de la création et jusqu'ici. Il y a aussi voilà, on avance. Donc, il y a aussi dans la littérature, oui, donc, là, ce que j'appelle la recréation esthétique, c'est-à-dire que je vous avais dit, hein, donc qu'il fallait chercher comment habiter en fait le monde, le monde le monde naturel. Et donc ici, il y a aussi cette recréation, ce procédé, si vous voulez, littéraire. Et ici, donc, ce texte, par exemple, de Touroar Apoto, qui n'est pas du tout polémique, mais qui va parler plutôt donc de la naissance du jour. Mais il y a vraiment ici, par exemple, ça foisonne en fait de styles. Il y a un style, il y a beaucoup d'analogies, mais aussi beaucoup en fait de traits aussi phonologiques. Hein. Donc, on va dire, pour entraîner le rythme, par exemple, des procédés d'enjambement, par exemple, pour permettre en fait la fluidité, mais aussi qui va suivre en fait la naissance du jour. Donc, ce que vous pouvez voir ici, je vais aller très très vite parce que ça va très très vite. Il y a aussi ce qui était important aussi, c'est pas uniquement de dire la beauté en fait du monde naturel et de s'en servir dans les poésies, mais c'est aussi, avance, merci, donc c'est aussi ce que j'appelle l'écologie, c'est-à-dire vraiment attendre vers le discours environnemental, c'est le discours écologique. Et là, j'ai choisi en fait cet extrait de Henri Guiraud dans Apu. Et lui, il va être en fait témoin et c'est vraiment, il va exprimer son sentiment en fait d'affinité biologique avec cette divinité. Donc, il va assister en fait à la naissance du monde. Et donc, il est aussi dans la coquille. Et donc, c'est cette façon aussi en fait
de s'approprier en fait donc s'approprier en fait le monde vivant, mais de recréer aussi, mais avec une dimension forte sur la beauté bien sûr du monde naturel, mais aussi plus on va vanter la beauté, plus aussi on va se dire tiens si cette beauté n'est plus aujourd'hui. Hein? Donc, finalement, on tombe dans un discours, en fait, écologique. On avance. Donc, il y a aussi ce que j'appelle l'éco-poésie, c'est-à-dire que la nature va être au service de la poésie. C'est-à-dire que, par exemple, ici, ce texte, en fait, de John May, il va écrire en fait à la mort de Henri Giraud, et donc il va exprimer en fait la peine, la perte d'un être cher, la perte aussi d'une personnalité et tout. Et en fait, tout le texte ici va, comment dire, c'est le monde naturel qui parle, mais avec la langue humaine. Donc, on a mis en fait la langue humaine au service en fait du monde naturel. Donc, donc là, le ciel qui s'assombrit, comme moi aussi, comme mon état, etc. Ce que vous pouvez voir ici. Il y a aussi, alors c'est plutôt une écriture, merci, par où. Donc, aussi l'écriture que j'ai choisie, merci Taou. Oui, donc l'écriture aussi éco-poétique de Flora de Wattier. Donc, Flora de Wattier, effectivement, donc elle écrit des poèmes, mais aussi beaucoup. Elle fait plein de choses aussi, mais c'est surtout qu'elle adore les sonorités de la langue. Et donc, en fait, elle va les transcender en fait dans son écriture littéraire. Et c'est le cas ici, où elle va en fait se servir en fait des sonorités pour faire parler, en fait, pour vanter les mérites, par exemple ici de ces grimpeurs. Donc vous avez des sons en fait, et puis la manière dont ils vont tresser les cordes, on sent presque les cordes qui vont en fait au toucher en fait de la falaise, etc. Presque avec les mots. Et puis aussi je choisis aussi un extrait de Tergiversation et rêverie de l'écriture orale de Paula Honoura. Alors, pour la plupart ici, là en haut, elle a fait en tahitien, mais ici, donc pour cette œuvre, elle écrit plutôt en français, mais aussi j'ai saisi quelques textes, quelques lignes ici. Et là, en fait, elle va aussi, comment dire, elle va utiliser les mots très envahis, c'est-à-dire couler comme l'eau et tout, pour déterminer, pour parler de l'encre qui coule quand elle écrit. Oui, 5 minutes. Donc, sensibilité alors, écologique. Alors, j'ai choisi ici, donc, Tama, de Tour à Poto. Alors, c'est un recueil de poèmes, en fait, pour les enfants. Et donc, et là, il fait plein de choses. Il y a à peu près une vingtaine, en fait, de petits de poésie, enfin, de poèmes. Et donc, il va bien sûr faire l'ode à la beauté des éléments de la nature. Il va parler du cocotier, etc. Vraiment pour les enfants. Mais aussi, et là, on a vraiment une expérience esthétique, les 5 sens, en fait, à travers ce recueil de poésie, donc l'émotion sensorielle, par exemple, mais aussi une expérience intellectuelle de la nature. Et ici aussi, il va aussi se servir en fait du monde naturel, de ces éléments, pour parler en fait, par exemple, de l'expérience culturelle. Par exemple, ici, donc il va parler de ne pas taper les turbos sur le récit au risque de mettre la mer en colère. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est Prof. Ari, en fait, qui parle sage, un dicton, en fait, si vous voulez.
Mais il y a aussi une dimension pédagogique, bien sûr, parce que c'est un livre en fait destiné aux enfants et qui incite au discours environnemental. Par exemple, bien sûr, il va parler de la beauté aussi, mais il va dénoncer les problèmes environnementaux, par exemple, le manque, la perte d'habitat pour les oiseaux, la perte de connexion à la terre, etc. Donc, vraiment, en fait, un discours qui tend vers un discours environnemental. C'est vraiment des messages, en fait, qu'il va porter à travers ce recueil de poésie. Je vais bientôt finir. Là où il y a vraiment, enfin, cache un discours environnemental. C'est bien sûr Henri Giraud, mais pas seulement lui, mais ici, effectivement, dans son recueil, il va surtout parler en fait de la beauté aussi, hein, des éléments, mais en même temps, avec un contraste en fait sur ce qui est perdu. Hein, donc, et qu'il faut, on va dire, restituer, et qu'il faut préserver. Et donc, on est fortement dans cette dimension. Et surtout, ce qui est, donc c'est difficile hein, d'analyser Henri Giraud, mais c'est aussi cette complexité syntaxique et puis surtout littéraire qui est propre en fait à Henri Giraud, mais c'est aussi le reflet de la complexité en fait des représentations de la nature, mais aussi on va dire, de sa sensibilité à l'environnement. Il va utiliser aussi, et ce qui est important, c'est la dérision, c'est-à-dire l'ironie, surtout lui, pour on va dire, se distancer en fait, certainement de son attachement à la nature, mais aussi pour dénoncer hein, la contamination, par exemple, de la société. Un autre qui est moins, on va dire, peut-être moins forte, mais quand même, non, c'est très fort. Hein. Donc, il y a bien un discours en fait, environnemental, par exemple, sur les effets néfastes, par exemple, mais c'est surtout en chanson, en tahitien. Donc, pour incriminer, par exemple, le discours d'incrimination en fait, de l'activité humaine, donc la pollution, etc., mais surtout les essais nucléaires à travers les chansons pour marquer, en fait, et surtout pour marquer la mémoire sur les catastrophes. Donc, je reviens aussi, j'ai dit, le livre d'Andreas Persman, La littérature irradiée, qui parle aussi de ce discours écologique environnemental. Isidore Giraud, le frère d'Henri Giraud, qui va parler en fait du temps. Et donc, pour lui, effectivement, le temps, il n'y a pas d'emprise hein, humaine, mais en même temps, il va créer en fait un poème qui va s'arrêter en fait sur un temps et qui va, on va dire, il va un peu incriminer, en fait, impliquer en fait l'activité humaine à partir du moment où on saisit ce temps-là. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit en fait? Beaucoup en fait l'activité humaine va aussi tendre vers l'industrialisation, oui, il faut conclure. Et donc, ça y est, j'ai conclu. Donc, voilà. Et donc, je tentais de vous expliquer en fait comment utiliser en fait le monde naturel pour, comment dire, pour le discours environnemental, mais aussi pour glorifier la nature et surtout pour parler en fait de cette interconnexion qui est fondamentale, surtout dans la culture polynésienne. Voilà. Merci, je voudrais savoir... Deux questions. Allez-y, vas-y. Deux petites questions et réponses rapides. Est-ce que ce sont des textes qui sont travaillés en classe et qui pourraient à la fois lier les préoccupations environnementales et les langues polynésiennes en classe? Et si oui, à quel niveau scolaire? Est-ce que c'est plutôt pour des élèves avancés, ou, enfin au collège par exemple, ou plutôt des élèves, on peut travailler ces textes en privé? Certains auteurs, par exemple Henri Giraud, Flora de Vatine,
ouais, surtout ces deux-là sont assez connus en fait des écoles. Donc certains, on va dire, certains poèmes, certains textes sont étudiés, mais pas sous l'angle en fait de l'éco-poésie ou donc l'éco-critique. Hein. Pas encore, je pense ça, mais c'est vrai que c'est ce que je proposerais en fait. Ce qui serait intéressant, c'est de voir, voilà, de cette perspective en fait d'analyse. Voilà. Donc on concilie bien deux préoccupations de bien sûr, l'écologie et des langues. Voilà. Donc insuffisamment. Oui. Travailler. Alors, je voulais juste savoir si, je me demandais, hein, pendant que je t'écoute, si c'est pertinent d'utiliser le discours environnemental comme nouvelle approche des études postcoloniales, c'est-à-dire à travers la littérature postcoloniale, comme outil d'analyse, par exemple, des littératures océaniennes. Oui. Enfin, je pense que oui, c'est lié. Parce que, enfin, pour la simple raison que le discours environnemental en soi va surtout parler de l'activité humaine, mais surtout parler aussi de l'émergence, en fait, ils appellent ça l'anthropocène, mais enfin, pour l'anthropocène, c'est plutôt l'industrie, en fait, quelque chose que la technologie va, on va dire, modifier. En fait. Pour ici, en Polynésie, je parlerai plutôt en fait de l'activité humaine en soi pour, on va dire, changer en fait le cours du monde naturel. Donc, mais on va dire, dans un versant plutôt négatif. Oui, je pense que oui. Parce que souvent on parle des culturels, des machins dans les études postcoloniales, langage, etc. Voilà. Je dois chercher de nouvelles approches, du coup, alors. Merci. Oui. Merci encore.